Bien, donc dans la continuité de la présentation précédente, donc moi je vais vous parler d'un aspect qui est en fait, pour ainsi dire, donner la parole aux patients numériques. Et donc en traitement automatique de la langue, on s'intéresse à un matériau d'étude de départ qui sont les textes biomédicaux, avec donc l'idée que de nombreuses connaissances médicales et informations sur les patients et la santé sont contenus dans les textes libres. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ces textes qui sont contenus donc dans la littérature, donc les articles de la littérature qui rapportent soit des essais cliniques ou de la recherche biomédicale, aussi bien la recherche fondamentale que de la recherche appliquée. Donc, du point de vue de la langue, ces textes sont principalement en anglais et donc sont une source de connaissances formalisées et des avancées de la recherche. Ensuite, un deuxième type de texte auquel on s'intéresse, c'est les réseaux sociaux, donc qui sont un des moyens d'expression très libres des patients. Donc là, j'ai mis un exemple d'un post que j'ai trouvé dans un forum de santé, donc justement sur des patients qui discutaient des traitements de chimiothérapie pour des cancers. Et donc ce type de texte est intéressant dans le sens où il n'est pas forcément encadré par les professionnels de santé, donc les patients s'expriment plus librement. Et donc l'analyse de ces textes peut permettre d'arriver à des informations qui sont complémentaires par rapport à des textes plus formels comme ceux qui sont issus de la recherche ou du contenu des dossiers patients. Par exemple, en ce qui concerne la pharmacovigilance, donc les effets secondaires des médicaments sont souvent rapportés dans les forums de santé avant d'être rapportés par les canaux officiels prévus par les agences de la sécurité sur le médicament. Et il y a aussi beaucoup d'informations intéressantes, par exemple sur la qualité de vie des patients dans le cadre de certains traitements qui peuvent être assez lourds et donc du coup dont l'utilisation peut également dépendre du contexte social et spécifique du patient. Alors un autre type de texte que je n'ai pas particulièrement présenté ici, mais qui a été évoqué dans la présentation de tout à l'heure sur la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, ce sont des textes qui sont également issus des patients, donc qui analysent en fait la parole pathologique du patient et qui peuvent être élicités dans des conditions cliniques, donc dans le cadre de tests en fait standardisés. Ou alors, par exemple, pour des maladies comme la maladie d'Alzheimer, on présente à des patients des images et on leur fait faire une description d'une image. Donc, c'est un texte libre, enfin une description libre de la part des patients dans un cadre contrôlé qui peut en fait constituer également un indicateur de diagnostic de certaines pathologies, donc en combinaison avec d'autres indicateurs qui peuvent être biologiques ou issus d'autres examens. Donc un dernier type de texte dont je voulais vous montrer l'exemple ici, ce sont les documents cliniques qui sont par exemple issus des dossiers électroniques patients. Donc typiquement ce qu'on voit ici, c'est un extrait donc fictif pour la présentation d'un compte-rendu de consultation hospitalier, donc qui est soit rédigé par un professionnel de santé ou le plus souvent peut-être dicté par le professionnel de santé puis transcrit ultérieurement par un personnel médical. Et donc le fondement donc des travaux de recherche en traitement automatique de la langue biomédicale, c'est que ce travail peut avoir un impact significatif sur la santé publique. Donc il y a 3 types d'impact que je vais essayer de vous présenter un petit peu plus en détail. Donc l'un, c'est sur le fonctionnement hospitalier, donc comment s'organise la gestion quotidienne d'un hôpital et des opérations hospitalières. Un deuxième point, c'est la recherche en épidémiologie et en santé publique. Donc, essayer de fournir des informations et des connaissances qui peuvent permettre de faire avancer justement la connaissance en santé publique et de guider éventuellement l'action publique ou la décision thérapeutique. Et également l'aide à l'accès à l'information et à la connaissance médicale dans un contexte de pratique médicale, par exemple.
Donc, l'analyse des textes peut donc permettre de proposer des méthodes pour optimiser la gestion de l'hôpital. Donc, ces études peuvent porter sur des aspects logistiques. Donc, par exemple, mieux aider à représenter les parcours de soins des patients au sein de l'hôpital. Essayer de voir quelle est en particulier pour les patients qui ont des pathologies compliquées. Donc on a déjà entendu parler de cette notion d'errance diagnostique. Et donc pour les patients avec des pathologies complexes, souvent les parcours de soins sont difficiles à repérer, donc une analyse particulière est nécessaire. Il y a également des modèles prédictifs qui peuvent essayer de prédire donc l'occupation des services et donc en fonction du parcours du patient, pouvoir en fait prédire quand un patient quitte l'hôpital, est-ce qu'il va avoir besoin d'un suivi qui nécessitera de l'accueillir dans un horizon proche. Donc après, il y a d'autres aspects également qui sont importants dans la gestion de l'hôpital, notamment c'est le codage médico-économique. Donc c'est le fait d'attribuer des codes standardisés pour décrire de manière synthétique la prise en charge hospitalière. Et donc ça sert notamment pour le financement de l'hôpital, mais ça peut être également utilisé en recherche. Ensuite, finalement, donc quelque chose qui est donc plus près de la recherche clinique, c'est faire une analyse des textes qui permettent de produire un support pour répondre à des questions de santé publique. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de questions. Donc, par exemple, essayer de préciser des indicateurs épidémiologiques. Donc on peut se demander par exemple quelle est la prévalence des incidentalomes, donc qui sont des cancers découverts de manière fortuite chez des patients qui avaient une indication de maladie thromboembolique. Des questions autour de l'évaluation de la qualité des soins. Donc par exemple essayer de comprendre la charge de morbidité des toxicités cumulées dans les traitements médicamenteux de certains cancers. Donc ça relève également de la complexité des traitements, donc essayer d'évaluer vraiment le bénéfice, gain et risque pour le patient. Et donc également sur des points d'aide à la décision clinique. Donc là, sur les deux premières questions, c'est l'étude des textes qui sont dans les comptes rendus patients hospitaliers qui peuvent permettre d'apporter des éléments. Et donc là, le dernier point sur, par exemple, l'impact des niveaux de toxicité, donc toujours dans les cancers, par exemple, sur la qualité de vie du patient. Donc ça, c'est des points qui peuvent être peut-être élucidés plus facilement en étudiant des textes dans les forums ou les réseaux sociaux. Voilà, donc le dernier point, c'était sur la faciliter l'accès à l'information de santé. Et donc pour différents types en fait, d'acteurs dans le domaine biomédical. Donc l'accès à l'information peut être important pour les cliniciens alors au lit du patient. Donc ça, c'est la notion qu'il y a toujours besoin de faire une recherche d'informations dans le dossier patient, mais qui est souvent très fournie et très complexe. Et donc, les médecins ont souvent peu de temps pour trouver ces informations-là. Donc, c'est important de pouvoir faire ça rapidement et dans des conditions qui soient simples pour eux, par exemple avec des systèmes dialogants, plutôt que de devoir enfermer les médecins à faire des recherches sur des supports informatiques peut-être plus complexes. L'accès à l'information est également très importante pour les patients, pour qu'ils puissent se renseigner sur leur propre traitement, comprendre peut-être les dialogues qu'ils ont eus avec les médecins, les praticiens sur leur pathologie. Donc il y a beaucoup de recherches qui s'intéressent à des systèmes de recherche, à des réponses à des questions automatiquement, voire de la traduction automatique également, puisque beaucoup d'informations de santé sont disponibles en anglais et pas forcément dans la langue des patients. Voilà, et d'autres recherches s'intéressent aussi à permettre l'accès à la connaissance pour les chercheurs qui
donc, on a besoin de faire des recherches d'informations dans la littérature et, par exemple, de synthétiser ces informations sous forme de revues systématiques. Donc, j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, les défis de la langue myomédicale sont typiquement alors, des problématiques qui se trouvent dans l'analyse de la langue en général. Et après, il y a d'autres choses qui sont peut-être plus spécifiques à la langue biomédicale. Mais donc, il y a beaucoup de variabilité langagière, donc ce qui a été illustré dans les petits exemples de textes que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, on voit qu'on a alors une variété de langues, mais aussi des textes qui sont très formalisés pour les articles scientifiques, bien rédigés et avec une syntaxe correcte, etc., vers des textes beaucoup plus libres et beaucoup moins soignés, comme les postes qu'on peut trouver dans les forums de santé, par exemple. Donc, une des caractéristiques du domaine biomédical, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'abréviations, donc aussi bien dans les textes cliniques et les articles que finalement dans les forums de santé. Dans des textes moins formalisés comme les postes de forum, voire les textes qui sont dans les dossiers cliniques, on a aussi des fois pas mal de fautes d'orthographe et d'expressions pas forcément très normalisées. Donc un autre des défis, c'est qu'il est important de prendre en compte le contexte dans lequel sont dites les choses, notamment la négation, la temporalité et les antécédents familiaux. Donc pour les maladies rares, par exemple, c'est très important de savoir si une maladie qui est mentionnée dans le dossier du patient concerne le patient ou peut-être un membre de sa famille dans le cadre d'une recherche génétique. Voilà, il peut y avoir également des reprises anaphoriques, donc c'est-à-dire pouvoir identifier qu'on parle du même concept ou du même événement à plusieurs reprises à l'intérieur d'un dossier patient en le nommant souvent de manière différente. Et donc, encore des défis. Il s'agit notamment de la disponibilité des ressources. Alors, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles en anglais, mais beaucoup moins dans les langues autres que l'anglais, comme le français. Donc juste pour alors donner un exemple sur les ressources terminologiques, le français est une des langues qui est quand même les plus dotées, autre que l'anglais, et pourtant on est à peu près 5% des ressources qui sont disponibles pour l'anglais, donc ça reste fort peu. Et donc paradoxalement, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, puisque manifestement les patients sont d'accord pour partager leurs informations de santé, mais nous, une des difficultés que nous avons, c'est vraiment d'avoir accès à des corpus, donc de textes issus des dossiers électroniques patients, qui puissent être partagés entre différents chercheurs pour pouvoir avancer sur les méthodologies permettant de les analyser. Et donc ça, c'est dû en grande partie à la problématique de confidentialité des données et donc à la nécessité de désidentifier les documents avant de pouvoir les utiliser pour la recherche. Donc je dis bien désidentification parce que l'anonymisation en termes de texte est très difficile à obtenir et pour l'instant, on ne sait pas le montrer, donc on se garde de le dire. Voilà, donc pour illustrer donc un travail que l'on fait sur la désidentification des textes. Donc par exemple, ça consiste à faire... donc dans le texte qui est à gauche, on voit en rouge les informations identifiantes qui concernent le patient. Donc le but des outils de désidentification, c'est de repérer ces éléments et ensuite donc de faire le passage qu'on voit vers la droite avec cette petite flèche verte et de les remplacer par des substituts plausibles. Donc, ce qui permet pour l'analyse des textes ultérieurs d'avoir un texte qui a l'air d'être réel linguistiquement et qui préserve la confidentialité initiale. Donc ça, c'est le type de choses qu'on sait faire déjà pour traiter les textes, pour pouvoir travailler avec ensuite. Donc d'autres éléments d'analyse qui sont utilisés par des outils qui vont ensuite faire des analyses plus complexes, c'est de faire par exemple de l'analyse morphosyntaxique, donc d'associer aux termes
des éléments linguistiques qui peuvent être utilisés comme traits par la suite pour faire des choses comme par exemple de la détection d'entités et de relations. Donc, ce qui nous permet d'avoir une représentation formalisée et standardisée des informations ou des connaissances qui sont conduites par les textes, et donc ce qui constitue cette représentation du patient numérique, comme ça a été évoqué précédemment. Et donc, une des façons pour la communauté d'avancer sur l'ensemble de ces questions et sur l'établissement de ces représentations, c'est de travailler donc en commun dans le cadre de campagnes d'évaluation. Donc là, vous voyez une frise chronologique. Donc ça fait depuis une quinzaine d'années. Donc les campagnes d'évaluation qui ont été conduites dans le domaine. Donc en haut, en marron, on voit les campagnes qui se sont intéressées à des textes plutôt biologiques, donc plutôt de la littérature, et aussi donc des textes qui sont facilement partageables du point de vue de la confidentialité. Et ensuite, donc, ça a commencé, alors avec un petit décalage en dessous, en rouge, on voit les campagnes qui se sont intéressées à utiliser des textes cliniques, donc issus des dossiers patients, ce qui pose un défi d'accès également aux données et de partage de ces données dans le cadre des campagnes. Donc je vais vous donner quelques exemples de campagnes pour illustrer le type de travail qui est fait dans ce cadre et ce qu'elles permettent. Donc l'IMSI est intervenu depuis quelques années dans une campagne qui s'appelle Clé eHealth, donc à la fois en tant qu'organisateur et participant sur certaines des tâches. Donc là, c'est dans le cadre d'une collaboration que nous avons avec le CEPI-DC, qui est une équipe de l'INSERM qui s'intéresse à l'analyse des causes médicales de décès. Donc il y a un besoin très concret pour les statistiques nationales sur le décès, de pouvoir faire un codage des certificats de décès avec une terminologie qui s'appelle la classification internationale des maladies, donc la 10e édition. Et donc, typiquement, il s'agit pour un texte, donc, un exemple, vous voyez ici un exemple de certificat de décès, donc de lui associer des codes à l'intérieur d'une terminologie qui correspondent aux raisons du décès du patient. Donc, dans la terminologie, on a un tout petit peu plus d'explicitation quand même que les codes pour savoir à quoi ça correspond. Donc, les deux premiers, c'est la dénutrition, déshydratation. Un peu plus bas, on a la maladie de Parkinson. Mais donc, c'est une tâche qui reste complexe. Et donc, on a pu proposer pour des certificats de décès en français et en anglais. Et donc, ça a été proposé en 2 années, donc en 2016 et en 2017. Donc, on a vu une nette amélioration des performances des équipes qui ont proposé des solutions pour traiter ce problème. Et donc, on continue cette année à reproposer, encore une fois, cette tâche. Alors, bon, continue sur la suite. Donc, il y a un autre exemple de campagne d'évaluation pour, cette fois, aider les auteurs de revues systématiques à faire la sélection d'articles qui permet de faire des inclusions dans les revues systématiques. Donc, c'est un type d'analyse qui présente un fort niveau de preuve en médecine. Et donc, le dernier exemple que je voudrais vous présenter, c'est sur la constitution de chronologie patient, donc qui consiste à faire une analyse des textes qui sont contenus dans les dossiers patients pour reconstituer un historique médical synthétique, donc en identifiant les événements médicaux qui sont dans l'historique du patient.
Et donc, pour faire ça, il faut pouvoir détecter des événements médicaux, des expressions temporelles et les relations temporelles qui existent entre les deux. Donc, je ne vais pas parler de la détection d'événements, mais donc, Julien Toury, qui est un doctorant du LIMSI qui s'intéresse beaucoup à ce travail, présente dans la session démonstration un outil qui permet de faire l'extraction d'événements et d'expressions temporelles dans les textes médicaux. Voilà, donc pour ce qui est de l'extraction de relations temporelles, donc on a utilisé des approches neuronales donc qui utilisent également les connaissances qui sont dans les bases de données biomédicales. Donc ce qu'on peut en retenir, c'est que ce type de méthode a un certain succès. Et donc permet de détecter des relations à un niveau qui dépasse celui d'autres méthodes d'apprentissage plus classiques comme la classification SVM qui repose beaucoup plus sur les traits, mais les informations du domaine donc, améliorent encore les performances de ces outils. Et donc, on a profité de ce travail qui a été fait initialement sur l'anglais pour essayer d'adapter donc, ces méthodes également au français en utilisant une architecture générique et en adaptant chacun des composants à la langue. Et donc, les résultats, très rapidement, montrent qu'on arrive à obtenir des performances similaires sur les deux langues, malgré le fait qu'on ait des ressources moins importantes sur le français. Et les performances obtenues sont comparables à l'accord interannotateur dans les deux langues, donc c'est-à-dire les performances qu'ont deux personnes quand elles font cette tâche qui est déjà difficile initialement. Voilà, donc je m'arrêterai là sur une présentation de l'équipe du LIMSI, IL, dont beaucoup de personnes travaillent sur ces questions de traitement automatique de la langue biomédicale. Merci beaucoup. Merci. On a le temps pour 2 ou 3 questions. Vas-y. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça veut dire que si demain on vient vous voir avec des pathologies rares qui ont une errance diagnostique de 13 ans, l'association de malades qui va avec, la consultation qui va avec et l'incapacité d'avoir un relais au niveau des médecins, des généralistes ou des spécialistes ou des médecins scolaires, on est capable de générer un questionnaire qui va permettre aux médecins généralistes de bien faire le diagnostic et récupérer toutes les infos sur les sites de l'association qui permettent de prendre en compte toutes les dimensions de la maladie qu'on ne voit pas dans ce qui est fait à l'heure actuelle par les médecins. On a des outils pour faire ça, pour aider les malades ? Pas vous particulièrement, mais est-ce que c'est possible techniquement ? Oui, c'est-à-dire qu'on a, alors à l'heure actuelle, on a des éléments de réponse. Donc, enfin, le cas que vous présentez est très intéressant, mais aussi très complexe. Donc, on ne va pas avoir, c'est sûr, une réponse en 5 minutes, ni même peut-être en 6 mois, qui était le temps de cet incubateur, qui a été présenté précédemment. Mais donc, il y a déjà donc, une problématique, donc, vous l'évoquez, qui est celle de la collecte des données, parce que le fait que les données soient disponibles de manière générale ne signifie pas forcément que les données sont disponibles pour des analyses de traitement automatique de la langue. Donc il y a déjà une grosse partie du travail quand on s'attaque à des projets comme ça qui concerne la collecte des données qui vont pouvoir servir de support à l'analyse. Donc il y a des obstacles d'une part techniques parce qu'il faut pouvoir récupérer les données dans un format qui sera traitable et intégrable s'il y a des données issues de plusieurs sources. Et il y a éventuellement des obstacles également réglementaires. Donc, on a vu que la confidentialité des données était un frein. Et donc, la CNIL m'indique que même si les patients donnent leur accord pour qu'on puisse utiliser leurs données de santé dans certains cadres, ce n'est pas forcément suffisant en fait, pour lever les contraintes de confidentialité. Donc, ça, ce sont des choses qui sont déjà complexes. Après, une fois qu'on dispose des données, on a également des directions d'analyse, des méthodologies générales qui, effectivement, peuvent permettre de faire ressortir des choses. Mais il faut quand même également peut-être définir le problème de manière plus
plus précises pour pouvoir vraiment voir qu'est-ce que c'est exactement qu'on va vouloir trouver ou qu'on va vouloir faire émerger, et à ce moment-là choisir les méthodes qui seront adaptées à cet objectif. Parce que si je reprends les maladies rares, on a une base de données qui est une unité mixte de services de l'INSERM qui existe depuis 15 ans, qui contient les informations sur 7500 maladies rares, et le diagnostic est toujours aussi difficile. Les médecins n'y pensent pas, donc il faut trouver un moyen de connecter ces connaissances avec les médecins généralistes. Oui. Bon. Mais oui, effectivement, donc c'est une problématique à laquelle on a réfléchi au LINSI. D'ailleurs, vous voyez là, on a le petit logo de ce projet NR Accordis qui s'intéressait aussi aux maladies rares, et où donc un des gros problèmes qu'on a eu dans ce projet qui a duré, c'était un projet sur 3 ans ou 4 ans au départ, et je crois qu'on a mis déjà les 3 premières années, ne serait-ce que pour faire l'acquisition des données. Donc c'était avec l'hôpital Trousseau. Donc les données, c'était sous format, en fait, c'était des dossiers patients qui étaient numérisés, qui étaient physiquement dans une armoire à l'hôpital. On a eu beaucoup de problèmes. Donc au début, il fallait numériser les données. Et déjà, rien que l'accès, en fait, aux locaux de l'hôpital pour accéder aux dossiers patients par le partenaire qui devait faire la numérisation était compliqué. On a eu vraiment tout type de problèmes, y compris des choses aussi... qui paraissent risibles, comme le fait que la machine qui devait faire la numérisation ne pouvait pas physiquement rentrer dans la salle où étaient stockés les dossiers, et on ne pouvait pas... c'est vraiment... On a l'impression que c'est simple souvent, l'acquisition des données, on dit les données sont là, mais en fait, ça, c'est déjà un problème qui est très complexe. Mais bon, il n'en reste pas moins vrai que, effectivement, notamment dans le cas des maladies rares, il est extrêmement important de pouvoir mettre en commun les données d'un grand nombre de sources. Vous avez... À quelle heure tu veux Vous avez présenté des tableaux de précision et rappel. Est-ce que la qualité est acceptable pour pouvoir extraire des informations fiables? Parce que là, derrière, c'est des décisions ou bien agrégation des données. Donc, il faut que la qualité soit à la hauteur. Vous avez présenté 0,6 ou... Alors donc là, effectivement, donc là-dessus, donc c'était sur ce que j'ai présenté, c'était sur l'extraction de relations temporelles. Donc d'une part, alors une des premières choses qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une tâche qui est très difficile, et donc du coup là, les résultats automatiques sont en fait du niveau de ce que 2 personnes peuvent faire. Donc est-ce qu'on considère que 2 personnes peuvent suffisamment bien repérer les relations temporelles dans des textes? Mais donc ça c'est une première question. Mais après, donc là, c'est en fait un type d'analyse qui est un petit peu fondamental, c'est-à-dire on essaye de voir est-ce qu'il y a une relation entre telle chose et telle chose. Mais en fait, l'évaluation réellement devrait se faire plutôt en fait en aval sur peut-être un cas clinique particulier, parce que finalement, ce qui va être important, c'est est-ce qu'on va savoir, par exemple, diagnostiquer un patient qui a une maladie rare, ou est-ce qu'on va savoir peut-être ordonner dans la chronologie patient des événements majeurs de l'historique du patient. Et voilà, je pense qu'il y a 2 niveaux en fait peut-être d'interprétation qui sont ceux-là au niveau de la langue et de l'analyse qui est faite, et après de l'impact que ça a sur la partie application vraiment des algorithmes. À partir de quel seuil on peut considérer que l'outil est prêt pour pouvoir extraire, par exemple, d'une base de données rares, des informations utiles? Après, ça, je pense que c'est aux utilisateurs de le dire. Donc, si je reviens, par exemple, sur le cas de l'aide au codage pour les certificats de décès, donc là, on est dans des F-mesures qui sont autour de 0,80... 0,80. Et donc, d'après les collègues du CEPIDC qui, eux, font le codage, donc déjà, ça, même si...
Il y a beaucoup d'améliorations qui restent possibles. Ça reste quelque chose qui est suffisant, pas forcément pour faire du codage automatique de bout en bout, mais pour apporter une aide au codage au personnel qui s'occupe de cette tâche et qui, du coup, vont gagner du temps en utilisant les résultats de l'outil comme support et puis ensuite en validant, et ça ira plus vite pour eux de valider que de refaire l'analyse complète de leur part. Donc c'est aussi... Enfin, c'est dans ce cadre qu'il faut voir ce type de travail en fait comme une aide et non pas comme un substitut vraiment des professionnels. C'est pas du tout l'intention. La dernière question avant la pause déjeuner. Oui, bonjour madame. Il y a une question un petit peu technique. On travaille en ce moment, notre société, sur des analyses de comptes rendus médicaux. Et effectivement, on voit que la variabilité des données pour les analyser va aux deux extrêmes. Du fichier Word, duquel on peut facilement faire des analyses sémantiques, en passant par le Word qui a été mis en PDF, en passant par le PDF qui est un peu vieilli, mais qu'on arrive malgré tout à lire, au compte rendu manuscrit qu'on doit exécuter en PDF. Alors là, c'est quasiment mission impossible. On a d'ailleurs rencontré vos collègues, les gens avec qui vous travaillez au CIDC, et j'aurais voulu savoir, dans le cadre de vos analyses sémantiques, jusqu'à quel niveau de difficulté vous arrivez à aller pour extraire de l'information et arriver à en faire des analyses. Eh bien, encore une fois, je pense, la réponse va être un peu similaire, parce qu'il faut, ça dépend vraiment des cas. Qu'est-ce que vous appelez niveau de difficulté, d'une part, et après, quel est vraiment l'objectif précis de ce qu'on souhaite réaliser. Donc, si on a pour des tâches assez précises pour lesquelles on a des données d'entraînement qui sont disponibles en quantité suffisante, on arrive à faire des choses qui sont de bonne qualité, mais après, voilà, il faut voir quel est le cas précis. Pour l'aide au codage, par exemple, on arrive à avoir des très bons résultats sur des codes de maladies qui sont les plus fréquents, par exemple. Alors après, on sait toujours qu'il y a une distribution qui est avec quelques codes très fréquents qui forment la majorité des éléments qui interviennent, et après, donc, un très très grand nombre de cas beaucoup plus rares et qui, là, du coup, sont plus difficiles à repérer. Donc, est-ce que le fait de savoir traiter... mettons 80% des cas très très bien, sachant qu'il y a beaucoup de redondance là-dedans, ça vous paraît un indice de qualité suffisant, par exemple pour ce type de tâches en particulier. Il n'y a pas de réponse, je pense, générique. Tout dépend des cas spécifiques, à la fois des tâches et des données disponibles. Oui, ma question a été un petit peu ça. Vous mentionnez 80%, c'est le chiffre que j'avais en tête. J'aurais voulu savoir à peu près l'intervalle de confiance sur lequel vous pouvez travailler, mais vous avez répondu à la question.